Un producteur heureux, un homme, alors la question est inquiet, heureux, optimiste, pessimiste pour les jours à venir, c'est Laurent Bentata, qui est à la fois le directeur de Mogador, où se joue le Roi Lion, et qui est aussi le directeur du Théâtre de Paris pour les producteurs. Alors, je ne suis pas le directeur du Théâtre de Paris, il y a un autre directeur pour ça, mais je suis le coproducteur des producteurs, justement, Donc, voilà. et le producteur aussi du Roi Lion. Donc, beaucoup de casquettes, et Mais une seule tête. une seule tête. Et alors, Bien remplie. une saison qui se remplit, qui s'annonce comment à ces jours-ci? Assez encourageante, je dois le dire, qui s'est terminée en apothéose, avec une saison, en tout cas une année 2022, une saison 2022 incroyable, avec presque plus de 97% de remplissage pour le Roi Lion, Oula, ouais. presque 410 000 personnes accueillies sur le Roi Lion, et plus de 80% de remplissage sur les producteurs et 150 000 spectateurs. Donc avec les deux spectacles cumulés, on a accueilli plus d'un demi-million de spectateurs sur une saison un peu, j'ai envie de dire, chahutée, Oui. qui n'a pas commencé à la période escomptée, qui s'est arrêtée, qui a connu des représentations annulées. Donc dans ce contexte-là, pour reprendre la terminologie, oui, un producteur heureux. Donc, d'ici la fin de l'année, le million, ou c'est non, il faut plutôt attendre février? Non, il faut attendre un peu quand même. Je sais que ça se passe bien, mais quand même. Non, alors, il semblerait, en tout cas, et j'utilise le conditionnel parce que prudence et de mise quand même, par rapport à l'année qu'on a vécue, c'est un peu les leçons à en tirer, mais on semble ressentir l'envie ou en tout cas la volonté des spectateurs de revenir dans les salles, et c'est plutôt de bon augure à l'aune du démarrage de cette nouvelle saison qui commence. Donc le Roi Lion a repris la semaine dernière avec des ventes très 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 satisfaisantes et encourageantes, et les producteurs commencent après-demain. Donc, et là aussi avec j'ai envie de dire une tendance qui confirme et qui en tout cas reprend la tendance qui était celle de la fin de la première saison, fin juin. Est-ce qu'il y a une différence au niveau des interprètes dans l'un et dans l'autre? On a changé, oui, il y a eu quelques départs dans le Roi Lion, puisqu'une dizaine d'artistes sont partis, ce qui peut se comprendre après une saison chargée, compliquée, et des artistes qui avaient envie de voir d'autres choses, comme par exemple Emmanuel Nzouzi qui est parti sur le spectacle Moulin Rouge en Allemagne, donc pour ne citer qu'elle, mais il y en a d'autres. Donc sur le Roi Lion, on a une dizaine de nouveaux artistes qui sont arrivés, qui apportent autre chose au spectacle, donc ça en fait peut-être pas un nouveau spectacle, mais en tout cas une autre dynamique. Et sur les producteurs, ils sont tous revenus, ils sont tous là. Donc tous ceux que vous avez aimés, voir chanter, jouer, danser, ils sont là. Et ils sont là encore pour cette saison. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui reviennent? Ça, c'est une question que je me pose toujours. Est-ce qu'on a envie de revenir? Pour le Roi Lion, c'est compréhensible parce que on peut revenir avec les enfants, avec la famille, on peut revenir tout seul. Pour les producteurs, c'est quand même plus adulte. Oui, mais je pense que sur les producteurs, il y a ce qu'on appelle le double effet. Il y a l'effet surprenant au début de voir un spectacle aussi dingue dans son écriture, dans sa mise en scène, dans son interprétation. Donc vous êtes un peu sur le choc au début, et c'est bien de revenir une deuxième fois pour faire une deuxième lecture plus apaisée, une fois que la surprise est passée. Et il y a plein de secondes lectures dans l'écriture de Mel Brooks, dans l'adaptation de Nicolas Angel et d'Alexis. Donc, moi, ça fait peut-être 20 fois que je le vois, et à chaque fois, je me fais des fois piéger par un petit truc que j'ai pas vu, un petit clin d'œil, une interprétation, alors qui peut changer parce que il répète au quotidien. Là, en ce moment, il répète et on apporte d'autres choses. Ça arrive, il y a des blagues qui sont modifiées, il y a dans l'adaptation, on change des fois des éléments. Donc, c'est du spectacle vivant. Donc, il vit au quotidien et il évolue au quotidien. Donc, vous me conseillez de revenir le voir, alors? Il faut, c'est important. C'est important. Oui, c'est vrai. Et puis, les artistes aussi mûrissent dans leur rôle. Ils gagnent en maturité, ils prennent le dessus sur leur personnage et ils lui donnent un autre
corps, parce qu'ils ont un peu plus de recul, justement, une fois qu'on a passé, j'ai envie de dire, l'apprentissage du rôle, il donne d'autres aspérités, un peu plus de relief. Donc c'est pour ça que le spectacle vivant évolue à chaque fois. Donc là, mais les producteurs, je crois qu'il doit s'arrêter, il y a une date d'arrêt pour une tournée. Normalement, on joue jusqu'en début janvier, je dis normalement parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien, hein, mais a priori c'est début janvier, mais la tournée, ça ne sera pas avant 2024. Ah donc, il est possible qu'ils finissent la saison. Pour l'instant, en tout cas, on est sur début janvier, c'est ce qu'on a décidé avec les coproducteurs. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur ce timing-là. Bon, pour le Roi Lion, je ne pose pas la question, il est certain qu'il va au moins jusqu'au bout de la 2e saison. Au moins, oui, j'espère. Mais en tout cas, aujourd'hui, les temps de passage nous confortent en tout cas dans cette volonté-là. Et une 3e saison envisageable ou... C'est toujours envisageable avec le Roi Lion, parce que le Roi Lion nous oblige à dépasser nos limites, donc, mais aujourd'hui, en tout cas, la décision n'est pas prise. Est-ce que vous savez déjà ce qui viendrait ou quels sont les projets, même si c'est pas la fin de l'interview, on termine toujours par les projets, mais là... Non, il y a des choses, on discute sur l'après-producteur aussi, dans d'autres théâtres, on discute sur... Le Roi Lion, pour l'instant, c'est notre priorité sur tout ça. Alors, je sais, vous avez vu qu'on a lancé les castings de Mary Poppins, donc les gens vont se poser des questions, ils se posent déjà des questions, mais pour l'instant, et pour couper court tout de suite, Mary Poppins, en tout cas le casting qu'on fait, est une démarche exploratoire. Donc il n'y a pas de date prévue, c'est une volonté, une discussion qu'on a eue avec Cameron McIntosh et ses équipes pour explorer le potentiel du marché français, en tout cas de Paris, sur ce grand spectacle qui demande aussi dans le casting certaines spécificités. Donc c'est pouvoir explorer, déterminer, identifier des artistes qui pourraient interpréter les rôles. Mais il n'y a pas de timing, il n'y a pas de date, et aujourd'hui le Roi Lion est à l'affiche pour un petit moment du Théâtre Mogador. Dans tous les spectacles que vous avez produits ici, il y a un petit chouchou et un petit regret. On va aller dans les deux sens. Non, parce que ça fait un peu galvaudé et un peu facile comme réponse, mais je pense que chacun a apporté son lot d'émotions différentes. Alors il y en a qui ont marché, il y en a qui ont très bien marché, il y en a qui n'ont pas du tout marché. Après, il y a des spectacles qui nous ont marqués. Oui, je pense que Cabaret, même si on ne l'a pas joué ici, comme c'était le premier, a toujours eu une place. Folie Bergère. Exactement. Avec Prisca Desmarez. Ouais, avec Claire Perrault aussi. Mais ensuite à Marigny. Mais ils ont tous eu quelque chose. Il y a tous. Mamma Mia a été une épopée incroyable, 3 ans de spectacle, donc ça a été aussi très fort, avec à chaque fois des rencontres avec les artistes, c'est-à-dire que chaque troupe apporte son lot d'aventures humaines, et c'est aussi une aventure humaine, donc je pourrais pas dire que le Bal des Vampires qui a moins bien marché a laissé moins de traces que le Roi Lion qui a très bien marché, parce que le Bal des Vampires c'est une rencontre avec Roman Polanski, et c'est une collaboration avec Roman Polanski, donc ça reste unique, ça reste une expérience incroyable. Même si, le temps c'est de savoir pourquoi ça n'a pas marché. On peut essayer de trouver des raisons à tout cela. Mais chaque spectacle apporte son lot j'ai envie de dire, d'aventures humaines et d'émotions particulières. Dans ce qu'on a vécu dans la conception du spectacle, mais aussi dans son interprétation. Le plus de billets vendus, c'est Mamma Mia ou c'est le Roi Lion ? Le Roi Lion. De beaucoup, de toute façon là, oui, parce que le Roi Lion, on est, alors si on cumule avec le spectacle actuel, on est à 1 million, on est à presque 1,7 million au total. Mamma Mia c'est plus d'1 million, donc c'est le Roi Lion, ouais. Le Roi Lion, mais Mamma Mia a fait 3 ans, 2 ans Paris et 1 année en tournée. C'est plus facile, j'imagine, de faire tourner Mamma Mia que le Roi Lion. C'est évident, Mamma Mia. Même si le décor est plus facilement malliable et tournable, on tourne en zénith, ce qu'on avait fait. Le Roi Lion, c'est impossible. Il y a 200 personnes qui travaillent, il y a 200 masques, 200 costumes, impossible. 200 personnes à loger, 200 personnes habillées, etc. C'est à la fois logistiquement et économiquement pas possible.
Il faudrait jouer 1 an à Lyon, il faudrait jouer 6 mois à Bordeaux. Oui. Donc, non, donc la stratégie du Roi Lion, elle commence à être connue par le public. Le Roi Lion est un phare dans la ville, Paris, mais un phare qui éclaire aussi au-delà de Paris, sa banlieue, mais aussi toute la France. Et il faut venir à Paris pour voir le spectacle. Et le Luxembourg, et la Belgique, enfin et il y en a de beaucoup. Tous les pays francophones. Et tous les pays francophones viennent pour voir ce spectacle unique. Il reste l'un des plus grands et plus beaux spectacles que Broadway ait jamais monté, qui est toujours à l'affiche depuis 30 ans, toujours aussi rempli depuis 30 ans. Nous, on a la chance de le produire en Allemagne depuis une vingtaine d'années rempli. On le produit en Espagne depuis 10 ans complet, à guichet fermé quasiment. Donc, ce spectacle est unique. Il est unique et Paris mérite, et ce qui est bien aussi, mérite aussi C'est une œuvre d'art, le Roi Lion. C'est une œuvre d'art qui mélange tous les arts de la scène, mais c'est une œuvre d'art. Ça fait partie des œuvres qu'il faut avoir vues au moins une fois dans sa vie. Il faut avoir coché ça, j'ai vu. Il y a quelques œuvres comme ça où il faut les avoir vues une fois dans sa vie. Le Roi Lion en fait partie. Moi, je cocherais bien 3-4 fois, je l'ai vu. Hein. Oui, mais déjà l'avoir vu une fois, c'est déjà... une claque. C'est déjà une claque. On se rappelle tous la première fois qu'on l'a vu, quand on se prend cette première scène qui est incroyable. Oui. Magique. Et c'est toute l'intelligence, la créativité de Julie Taymor qui a créé ce spectacle et qui en fait une œuvre unique. Sur les petites colonnes Maurice qui sont derrière nous, on voit le Roi Lion, on voit les producteurs, et entre les deux, un monsieur qui est assez célèbre dans son genre, Combien il y en a chez vous, des Molières en tout? Alors, il y en a eu 3 pour le Roi Lion. On en a eu un pour les balles des vampires, sur les effets visuels. Et il y en a 2 pour les producteurs. Oui, on peut faire une collection, on va bientôt pouvoir jouer au... Non, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive avec une esthétique un peu nouveau, qui est la comédie musicale, et c'est la reconnaissance de nos pairs. Que Molière reconnaisse la comédie musicale, je pense que c'est un gage de qualité et une vraie reconnaissance de ce genre qui est encore en développement en France. Donc c'est plutôt une vraie marque de fierté et d'installation, en tout cas d'une manière pérenne de cette esthétique en France. La comédie musicale, je dirais qu'elle a connu une renaissance une fois que vous avez commencé à monter, vous, les spectacles. Parce que auparavant, on disait « la comédie musicale hein. ». Et là, comédie musicale, ah oui. Vous voyez, il y a eu Cabaret, d'accord, aux Folies Bergères, il y a eu, tous ceux qu'on connaît, et il y a eu des adaptations qui n'ont pas été faites par Stage, mais la comédie musicale, maintenant, c'est un genre qui a son public en France, et ça, c'est grâce à vous. Je pense qu'on a apporté un peu notre contribution, et on y travaille au quotidien, puisque c'est ce que j'ai l'habitude de dire, on est l'unique player. C'est-à-dire que nous, on ne fait que ça, et on essaie de bien le faire. Mais après, il y a eu des comédies musicales françaises, parce qu'il y a la comédie musicale française et la comédie musicale anglo-saxonne. Nous, on a choisi plutôt cette deuxième voie. Mais il y a eu des grandes comédies musicales, Starmania qui revient aussi, qui ont marqué quand même l'empreinte française avec une spécificité. Nous, on a pris un autre chemin et qui fonctionne aussi très bien. Mais il y a de la place pour toutes comédies musicales qui sont produites avec des vraies valeurs de production, avec un engagement sur la qualité à la fois artistique, technique, pour que ce genre soit accepté et reconnu et apprécié par le plus grand nombre. Ce que l'on comprend, dans les comédies musicales françaises, vous avez cité Starmania, il y a eu Une tripatouillée, Robin des Bois, Roméo et Juliette. Jamais vous avez essayé de faire bouger ces spectacles français pour l'étranger? Moi, c'est pas ma vocation d'aller exploiter ces spectacles-là, qui sont quand même écrits sur un modèle, je parle des comédies musicales à la française, très français, avec une juxtaposition de chansons, un livret plutôt en retrait, qui n'est pas le modèle ni anglo-saxon, ni ce qu'on peut retrouver dans d'autres pays, sauf peut-être l'Italie,
un peu l'Espagne, mais l'Italie qui a notamment été une grosse terre d'accueil, qui l'est encore sur Notre-Dame de Paris. Mais c'est tout, quoi. Après, ça reste un modèle très français. Nous, on est vraiment sur importer plutôt ce qui se fait de mieux de Broadway et dans le West End et le faire connaître au public français en l'adaptant. Donc il y a un vrai travail créatif. Une adaptation, c'est pas simplement une traduction, c'est adapter ce show créé outre-Manche ou outre-Atlantique pour le mettre au goût du public français. Dernière question, à vos goûts personnels, quelles sont les plus belles comédies musicales que vous avez pu voir hors France? Ça peut être du stage, ça peut être... bon, j'imagine qu'il y a quand même quelques comédies musicales américaines. Il y en a, je pense que Billy Elliot reste une comédie musicale très forte. Je l'adore. Très, très, très forte. Je pense que Hamilton, dans quelque chose de plus récent, est quelque chose qui a un peu bousculé les frontières, qui a un peu bousculé un peu le côté traditionnel des spectacles. Après, si on veut revenir à la tradition, je pense que Les Misérables reste aussi une œuvre majeure de la comédie musicale qui n'a jamais vraiment connu son public, rencontré son public en France, pour plein de raisons. Pourtant, ça s'est joué dans ce théâtre en français. Tout à fait, mais ça n'a jamais, je ne dirais pas que ça ne sera pas le cas un jour, mais ça reste aussi une œuvre majeure de la comédie musicale avec une partition à livrer qui est quand même assez incroyable par deux Français qui sont rentrés au Panthéon, j'ai envie de dire, de la comédie musicale, comme Michel Schoenberg et Alain Boublil, par une œuvre extraordinaire. Donc des chansons l'une plus belle que les autres. Donc voilà, ça fait partie, si je devais en citer trois, même si il est difficile de faire un choix, mais ça reste des œuvres majeures qui ne se sont pour l'instant pas jouées à part Les Misérables, mais entre Hamilton et Billy Elliot qui n'ont pour l'instant en tout cas pas vu de jour à Paris. Je dis pour l'instant, on ne sait jamais. Eh bien, souhaitons que ça arrive à Paris. Merci encore Laurent pour cet entretien et à très bientôt pour les producteurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, et pour le Roi Lion, pour ceux qui l'ont vu et qui ont envie de le revoir. Et vive le spectacle vivant et vive la comédie musicale. Absolument. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.